Bonjour à tous, je vais devoir passer sous les fourches codines de l'exercice annuel en vous souhaitant une excellente année 2022, une bonne santé en cette période de Covid qui n'en finit pas. Et puis en 2022, on va continuer avec une intro qui nous correspond plus. Si vous cherchez une bonne résolution pour 2022, facile à tenir, pas trop compliqué et qui engage à pas grand chose, écoutez, je vous propose de vous abonner à cette chaîne. Voilà, et puis c'est un petit clic, et puis vous activez la cloche et c'est très rapide. Alors 2022, c'est l'année de la présidence française de l'Union européenne. On aurait pu la déplacer après les élections présidentielles, c'était possible. Malheureusement, Macron n'a pas voulu le faire, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe va être au cœur du débat électoral pour les présidentielles. Et puis les premiers résultats des tests de PCR 2022 n'étaient pas arrivés, qu'on avait déjà une polémique sur le sujet européen dans le cadre de la campagne, avec l'installation du drapeau européen seul sous l'Arc de Triomphe. Alors, il faut reconnaître à Macron une certaine constance idéologique du clivage européiste souverainiste qu'il a voulu installer. Lui a pris le parti de l'Europe fédérale, de l'Europe avant tout, de la souveraineté européenne plus que la souveraineté nationale. Donc c'est un choix politique qu'il a gardé constant, un des rares d'ailleurs qu'il a vraiment conservé, parce que du Macron anti-nucléaire du début est devenu pro-nucléaire à la fin. Vous voyez sur l'immigration que ça a changé aussi, donc il a gardé ce clivage-là et l'installation de ce drapeau seul sous l'Arc de Triomphe a permis justement de réaffirmer ce clivage face à la droite qui a réagi très fortement. Vous avez une opposition, une levée de bouclier qui passe par Le Pen, Zemmour, Pécresse, donc tout l'arc droit. Et puis vous trouvez même ces anti-européens de gauche que sont Mélenchon qui ont d'ailleurs profité pour en mettre un petit coup sur le drapeau européen. Voilà, donc là-dessus il a réussi. Malheureusement pour lui, il y a des règles légales en France qui, justement, organisent le pavoisement des bâtiments publics. C'est-à-dire qu'un drapeau français est obligatoire. Il peut être accompagné d'un drapeau européen. Et puis là, sur les mairies, d'un drapeau local. Souvent, vous trouvez à Lyon, vous trouvez le drapeau de Lyon à côté des drapeaux français et européens. Donc, avant de se prendre un recours qu'ils auraient perdu, et là, ça aurait été une défaite politique majeure, ils l'ont retiré. Il ne faut pas oublier que Sarkozy avait mis aussi le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, mais accompagné de drapeau français en 2008. Ça n'avait pas fait de scandale majeur, et là, ça serait plutôt bien passé aussi. Mais bon, voilà, ils ont voulu aller trop loin. Et ça me fait penser à une chose, c'est que Macron s'est pris les pieds dans la problématique fédérale en France, qui n'est pas du tout dans notre culture, contrairement à l'Allemagne, où d'ailleurs le nouveau chancelier Scholz a clairement mis le fédéralisme européen en avant dans son programme pour son mandat. Donc voilà, on va parler de ça d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi. En France, le fédéralisme, c'est pas dans notre tradition politique et c'est vu comme une menace. Dire que la France n'est pas une terre fédérale est un euphémisme, c'est le pays de la centralisation. Alors cette centralisation, elle a commencé avec les rois, on se souvient de Louis XIV, de tout le travail qui a été fait pour affaiblir justement les gouvernements régionaux, les princes, ce travail qui a eu lieu après Henri IV et qui arrive à son paroxysme à la Révolution française, où le fédéralisme, du moins un concept de fédéralisme à la française, est totalement défait, c'est celui des Girondins, avec le triomphe des Jacobins. Donc les parlements de province disparaissent, c'est l'Assemblée nationale qui prend le relais, qui fait la loi uniforme pour tout le pays, c'est l'uniformisation. Et c'est un travail que la République va œuvrer jusqu'à maintenant d'uniformiser la France, les différences régionales, pour justement créer un État unique, une identité française nationale unique. C'est le système métrique, c'est le code civil, les lois pareil pour tous, la fin des franchises et des droits locaux, pas tout à fait, parce qu'il y a encore des droits locaux comme en Alsace-Moselle. Mais voilà, c'est vraiment le fait qu'il était interdit à l'école, pas vieux, du temps de mon grand-père, donc c'est d'avant-guerre, de parler le patois dans les écoles, dans la cour d'école, de parler le breton, de parler l'alsacien, tout ça était très mal vu, on devait parler le français. Donc cette volonté de centralisation et d'uniformisation est très française, parce qu'on ne la retrouve pas dans d'autres pays comme l'Italie, comme l'Allemagne, qui ont une histoire très différente. Alors, et ce que je vous dis, la République s'est vraiment construite contre l'idée fédérale, parce que l'idée fédérale dans l'entre-deux-guerres, c'est l'idée de Maurras, de cette France couverte de liberté sous l'Ancien Régime, justement avec ses parlements. C'est la vision monarchiste, et la République s'est construite contre cette vision de l'action française et du retour de la monarchie. Donc avec le centralisme
face à quelque chose de beaucoup plus déconcentré qui était porté justement par l'action française. Donc voilà, on en arrive à cette situation-là, qu'aujourd'hui la France est un pays ultra centralisé par rapport aux autres pays européens, et que le fédéralisme est vu comme quelque chose, une menace, un ennemi, mais ça vient aussi de quelque chose de beaucoup plus ancien. Si on voit cette différence, la France est entourée de pays qui ont appartenu au Saint-Empire romain germanique, à l'Empire de Charles Quint, qui était quelque chose de plutôt fédéral, et on va en parler maintenant pour bien comprendre aussi cette mentalité française. Alors, pour expliquer ce particularisme français, antifédéraliste, jacobin, il faut peut-être un peu remonter dans l'histoire, à une période très précise, hein, l'époque de Charles Quint et de François Ier, où on voit que la France, elle est encerclée par un royaume, un empire qui est gouverné par Charles Quint, qui a un fonctionnement assez proche un peu de l'Union européenne aujourd'hui, d'ailleurs, bon, même si ça reste des monarchies de droit divin et compagnie, hein, mais vous avez le Saint-Empire qui est quelque chose d'assez fédéral, au final, avec des royaumes, avec des gouvernants, hein, des rois, des ducs, avec leur politique fiscale, leur armée, leur souveraineté, hein, c'est la Saxe, c'est la Bavière, c'est l'Autriche, c'est la Bohême, le Hanovre, la Prusse, tout ça, voilà, et vous avez le duché de Savoie d'ailleurs dedans. Et donc ces royaumes-là, ces souverainetés-là, elles ont quelque chose de supranational, c'est l'empereur du Saint-Empire, donc Charles Quint en l'occurrence, avec une cour aussi à Worms, si je ne me trompe pas, une cour impériale qui permet justement, ou Ratisbonne, je ne sais plus, qui permet de régler les problèmes, hein, entre ces princes. Certains sont ce qu'on appelle les princes électeurs, donc élisent l'empereur. Vous voyez, il y a quelque chose aussi un peu, entre guillemets, de démocratique, faut pas exagérer non plus, hein, ça reste des monarchies de droit divin, hein. Mais bon, voilà, il y a ce côté-là. Mais il y a soit ce côté fédéral existe sur les terres du Saint-Empire, donc l'Italie, l'Autriche, toute l'Allemagne, le Benelux, hein, Hollande, Belgique, tout ça. Donc cette culture d'avoir quelque chose au-dessus d'eux, au-dessus des autres, des souverainetés qui régentent un peu, elle existe. Elle va se transformer, parce que le Saint-Empire il se disparaît avec Napoléon, hein. C'est l'Autriche-Hongrie qui reprend la couronne impériale, mais d'Autriche, voilà, d'Autriche-Hongrie. Et puis il y aura le Kaiser Guillaume de Prusse qui créera le Deuxième Reich et reprendra cette tradition impériale, pareil en agrégeant les royaumes, le Hanovre, la Bavière, le Wurtemberg, la Prusse, la Saxe, tout ça sous une autorité impériale, toujours un esprit fédéral qui fait l'Allemagne d'aujourd'hui, hein, c'est la même Allemagne. Donc tous ces gens-là, ils ont l'habitude d'avoir quelque chose de supranational au-dessus d'eux, ce qui fait la différence avec la France qui s'est construite en opposition à ce projet-là, via quelque chose de centralisé. Donc ça explique voilà que nous, tout ce qui est fédéral, ça sent le Saint-Empire romain germanique, on n'aime pas trop, ça va contre nos intérêts, on s'est battu contre, hein. Je veux dire, il y a eu des batailles au Moyen-Âge, la fameuse bataille de Bouvines, c'est le Saint-Empire qui tente de remettre au pas la France. Voilà, donc il y a vraiment une histoire très très longue de conflit avec cette entité-là, pour la France, qui n'a jamais voulu en faire partie. Et là, l'Europe, ça y ressemble un peu parce que, pour la petite histoire, les Habsbourg sont très impliqués dans le modèle européen, dans la construction européenne, hein. Il y a Otto de Habsbourg qui a été un des principaux artisans de l'Union, hein, qui a beaucoup travaillé là-dedans. Aujourd'hui même, la famille continue à défendre l'idée européenne. C'est un peu le rêve de Charles Quint. La France se rebiffe, la France est eurosceptique, quand les pays du Saint-Empire sont un peu moins eurosceptiques, l'Italie, l'Allemagne, tout ça. C'est assez intéressant à regarder. Ils sont plus habitués à ce fédéralisme-là. Et bien sûr, il y a des exemples qui confirment la règle, hein. Vous allez me dire, l'Autriche, la Hongrie et la Pologne, ils ne sont pas du tout pro-européens, c'est vrai. Mais comme vous voyez, c'est des royaumes extérieurs qui ont une histoire différente. Alors la Pologne était un très grand royaume qui avait une importance majeure, hein, ça allait très loin, ça prenait la Lituanie, une partie de la Biélorussie, l'Ukraine. C'est la cavalerie, hein, les hussards polonais qui ont sauvé le Vienne du siège ottoman au XVIIe siècle. C'est que voilà, c'était vraiment une puissance militaire majeure avant de collapser, d'être divisé en plusieurs phases entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, de disparaître totalement. Napoléon l'a fait renaître. La traversée du 19e est assez chaotique et compliquée, avec toujours les mêmes Autrichiens, Prussiens et Russes qui grignotent le territoire. Elle renaîtra réellement en 1918 après la chute de l'Empire allemand, hein, et autrichien. Alors les Russes tenteront de reprendre la Pologne avec ce fameux miracle de la Vistule, hein, où l'armée polonaise bloque les armées russes sur la Vistule, hein, qui est vraiment au milieu de la Pologne vers Varsovie. D'ailleurs, le jeune général, il était lieutenant, je crois, à l'époque, lieutenant de Gaulle, était un des conseillers militaires français qui aidait l'armée polonaise sur la Vistule à ce moment-là.
Voilà, donc c'est après il y a 39, hein, vous connaissez l'histoire, la Pologne disparaît et retrouve une autorité supranationale qui est l'Union soviétique, ce qui fait que qu'en 89, quand les Polonais redeviennent indépendants, bah, ils ont peut-être envie d'exister à nouveau par eux-mêmes, et d'où un peu le refus de l'intégration européenne qui est chez eux. Et c'est une histoire assez similaire pour la Hongrie, hein, qui est occupée par les Ottomans, le royaume de Hongrie est détruit. C'est les Autrichiens qui réoccupent la Hongrie progressivement. On en arrive à cette fameuse double couronne. Alors vous voyez très bien pour les amateurs des films de Noël dans Sissi, hein, pas celui de TF1, mais le vrai avec Romy Schneider, avec cette couronne autrichienne et cette couronne hongroise, donc l'Empire austro-hongrois, et qui aura tout ce sentiment d'indépendance et de recherche d'indépendance. Et puis il y a la guerre qui se produit, donc 14-18, la séparation de, de l'Autriche et de la Hongrie. Donc l'Autriche devient d'ailleurs une république quand la Hongrie reste une monarchie sans roi dirigée par un régent qui, pour la petite histoire, est l'ancien amiral de la flotte austro-hongroise. Donc c'est assez drôle de retrouver un amiral au milieu des terres. Et les Habsbourg n'arrivant pas à se remettre en place, finira par collapser dans la guerre la deuxième guerre mondiale et sera occupée par l'Union soviétique. Et vous connaissez la suite, même sort que la Pologne. D'ailleurs, pour encore la petite histoire, l'actuel ambassadeur de Hongrie en France s'appelle de Habsbourg-Lorraine aujourd'hui. C'est un membre de la famille impériale. Donc voilà, l'histoire se répète, mais bon, les Hongrois, pareil, ont peut-être envie de vivre par eux-mêmes et ne pas forcément adhérer à un concept d'autorité supranationale et fédérale. Donc c'est intéressant de revoir cette histoire via cette carte-là, via ce point d'histoire, parce que ça explique pas mal de choses. Les réticences françaises et puis aussi les réticences d'autres. Et l'adhésion à ce projet d'autres pays comme l'Allemagne et l'Italie, qui, bon, eux, finalement, l'État-nation tel qu'il est construit en Italie, il a 160 ans, c'est pas grand-chose, quoi. Voilà,